Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast L'Esprit CP Bike et si on parlait vélo. Je suis Cyril, je suis toujours accompagné de Pierre, mon fidèle acolyte associé. On représente le magasin CP Bike Specialized Marna en Haute-Savoie, la plus belle région du monde bien sûr. On est d'accord. Serge, il est pas d'accord. On va introduire les invités. Serge, vous le connaissez déjà du précédent podcast où on avait parlé de bikepacking et de voyage à vélo. Serge et Marie nous avaient fait l'honneur d'être présents au magasin pour discuter de ça. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier. On est le 9 avril 2025. On est le lendemain de la sortie du Specialized Turbo Levo 4, donc la quatrième génération de VTT électrique. Et on a des invités assez particuliers, spéciaux par rapport à ce vélo. On va présenter Marc. Du coup, je te laisse te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel âge tu as, dans quelle ville tu vis, enfin, etc. Voilà. Salut, du coup Marc, 33 ans, français, je viens du sud de la France, Toulon, Ok, deuxième plus belle région alors, et depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, 10 ans et demi en Suisse. ok. Il y a un petit accent Ouais, qui a pris. ça c'est le problème, Ça se développe avec le temps. c'est pour l'intégration. Je bosse pour SP depuis 10 ans, j'ai commencé en tant que stagiaire pendant 6 mois, puis ils se sont rendus compte de mon intelligence. Ouais. Nickel. Et j'étais embauché en tant qu'ingé mécanique, du coup bosser sur les cadres, Ok. interface, intégration. Puis dernièrement, depuis 2 ans, chef de projet. Ok. Donc plein de choses intéressantes à nous raconter, à vous raconter. Et le deuxième invité qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure, Serge. Je te laisse se représenter pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast précédent. Serge, 38 ans. Je travaille pour Specialized depuis 13 ans maintenant. J'ai fait pas mal de rôles différents. Maintenant, je me focalise sur la partie active, donc la partie vélo utilitaire, vélo urbain pour l'Europe. Donc, j'ai changé un peu de poste et je suis souvent du coup basé au bureau de RAM en Suisse. En Suisse, Euh, pour situer un petit peu, c'est où en Suisse? Entre Zurich et Lucerne. Je sais Ok. pas si ça vous aide, sûrement pas. Moi, si Euh, Zurich, ça parle un En peu. gros, centre, C'est très joli. centre-est de la Suisse. C'est très 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 joli. Très belle région, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de beaux chemins pour faire du vélo. Et Oui. du coup, je suis basé au bureau 2 ou 3 jours par semaine à 3 4 bureaux de marque. Ok. Donc on ne travaille pas directement ensemble, mais on est souvent en contact pour différentes choses. Ok, on va vous présenter un petit peu le sujet du jour. On l'a dit tout à l'heure, la sortie du Turbo Levo, quatrième du nom. On va discuter avec Marc, Serge et Pierre de tout l'univers turbo, de ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est arrivé là, à rouler ce super vélo qu'on a eu la chance avec Pierre de découvrir à Barcelone, qu'on a pu rouler un petit peu à la maison et qu'on a eu la chance aussi de rouler sur les chemins sur lesquels il a été en partie, grandement en partie développé. C'était vraiment cool. T'en as pensé quoi de la sortie de ce midi? Ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du hard pack, comme on dit, Ouais. donc du sol bien compact et dur. Ouais, il y avait un Et petit peu c'est de quand courbe même aussi, pas mal, quand même. hein. Ouais, Rouler du sec, c'est toujours bien. c'était sympa, on a fait une petite sortie de 1000 mètres de D+, et Voilà. des moins très Très facilement, très rapidement, grâce à cette assistance Au électrique. super pouvoir du turbo. Et franchement, ben, on vous l'a déjà dit, mais on le surkiffe ce vélo. Il vient pas de nulle part. On a toute une histoire derrière à raconter. On va vous laisser, peut-être Serge raconter juste le début de la création du bureau, avec quelques dates clés. Et après, on va enchaîner avec ben, les quatre pardon, générations de Turbo Levo, parce qu'il y a eu des grosses évolutions. Et on va vous dérouler tout ça dans ce petit podcast. Specialized, tout le monde le sait, c'est une marque américaine qui a été fondée en 1974, je dirais pas 74, par Mike Signard, qui est toujours aujourd'hui plus qu'impliqué à la tête de la société. En 2010, l'essor du vélo électrique arrivait, rien à voir avec aujourd'hui bien entendu, mais on a quand même senti le vent tourner. Donc Specialized a investi dans des bureaux et des personnes pour développer des vélos électriques, toujours autour d'un système, le système turbo. Donc dès le premier jour, on n'a pas voulu prendre un système existant sur le marché, on a développé notre propre système, batterie, moteur, système, application dans un second temps et ainsi de suite. Donc 2010, création du bureau en Suisse, dédié au développement du turbo. Et le premier vélo électrique de Specialized, le Turbo S, est sorti en 2012. Très beau vélo, plutôt urbain, léger, avec un moteur roue arrière. Il y a eu quelques innovations ensuite sur ce vélo-là. La deuxième grosse
sorti du Turbo. C'était le premier Levo, bien entendu. Le premier, ouais. Présenté en 2015, arrivé sur le marché en 2016. Uniquement en aluminium sur les premières générations, c'est ça? Exactement. Ouais. 2016-2017, uniquement aluminium. C'est là où Marc a commencé chez Specialized. Ok. C'était un gros pavé dans la mare. En plus, c'était une première d'avoir une batterie intégrée Intégré au dans cadre. le cadre. Complètement. C'était Ouais. incroyable visuellement. On avait vraiment quelque chose de nouveau. Alors visuellement, mais aussi techniquement, le moteur, c'était autre chose en termes de couple, en termes de puissance, d'intégration et de comportement. À l'époque, on faisait vraiment des géométries. On était les premiers à faire vraiment une géométrie copier-coller du Stump Jumper de Stump l'époque. Jumper, ouais. Maintenant, on a évolué un petit peu, on adapte les géométries en fonction du moteur. Mais à l'époque, c'était vraiment le leitmotiv, c'était faire un vélo qui se comportait comme un Stump Jumper. Donc ensuite, tu l'as dit, 2018, le premier carbone, donc génération 1 carbone. Avec Ensuite, le Kenevo aussi. avec le Kenevo, Ah oui. le gros débattement. Ouais. Tout à fait. En parallèle de ça, il y avait aussi les Vado et les Como, donc Ouais, les vélos sur le côté urbain. urbains aventure. Et 2019, l'arrivée de la deuxième génération Ok. de l'Evo. Donc, nouveau moteur, Ouais. nouvelle batterie, nouveau système. Beaucoup de changements là aussi. Et ensuite, 2021, l'arrivée de la troisième Troisième génération génération. de l'Evo, qui partageait le système turbo, avec quelques évolutions, mais qui partageait le moteur et la batterie du Gen 2. Ouais. Par contre, le cadre était vraiment nouveau. Et maintenant, 2025, Où le tout a Gen changé. 4, Gen où 4. tout a changé. Exactement. Le système, le cadre, et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quelques questions à Marc sur la première génération du Turbo Levo, du coup. Moi, j'ai une question. Quand il existe pas ou peu de VTT électrique, tu vas peut-être me répondre que c'est votre job d'inventer tout ça, entre guillemets, mais forcément, enfin, comment on s'inspire, comment on se dit, on part dans cette direction, est-ce que c'est beaucoup d'essais sur le terrain, est-ce que c'est, enfin voilà, tout c'est un peu comment c'est quoi son cahier des charges. Alors, premier Levo, quand j'ai commencé, le projet avait déjà commencé déjà quelques mois avant. Un des premiers jours, ma première semaine, on avait un prototype avec un tube diagonal de Turbo S Ok, et tout le reste, c'était des pièces de Stump Jumper soudées. d'accord. C'était pas très beau. Ouais. C'était pour tester le principe, quoi. C'était pour tester le principe. C'était avec une batterie modifiée de Turbo S à l'intérieur. Du coup, pas parfait. J'ai passé une journée à la Dremel pour faire rentrer la batterie. Et Il y a des experts en Dremel. L'équipe Hein. de stagiaires, ça. C'était mon premier taf de stagiaire, c'est vrai. Et à partir de là, c'était le premier coup où on est parti rouler ce vélo et tout le monde s'est dit waouh. Ok. Parce que dans le bureau, on était tous des VTTistes, on va dire aguerris et qui apprécient vraiment faire du vrai VTT. Ok. Et c'est la première fois où on est monté sur un vélo électrique, on s'est dit, ça c'est un vélo qu'on voudrait prendre, utiliser dans notre temps libre. Les autres vélos qu'on avait au bureau, à cette époque-là, on avait des vélos de la compétition. Il y avait toujours quelque chose qui nous dérangeait dessus, on n'était pas entièrement content. C'est le premier vélo où on s'est dit, waouh, là... Le discours à l'époque, il était de quoi? De à peine aider le rider à faire plus, camoufler l'assistance, camoufler visuellement, parce que je sais que les mentalités ont quand même pas mal changé là-dessus. Aujourd'hui, on assume beaucoup plus le fait d'avoir une assistance électrique, globalement. La mentalité, parce que je pose la question, parce que j'ai re-regardé une vidéo de présentation du Gen 1 il y a pas très longtemps, et j'ai trouvé que le discours avait quand même bien évolué. Le mec est connecté quand même, il regarde des vidéos de 2004. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant avant de découvrir le Gen 4, de se remémorer un petit peu comment on présentait les anciennes générations. C'était quoi le discours de Specialized, entre guillemets, pour proposer ce vélo? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez présenté ce vélo au grand public, quoi? Le but, pendant la période de développement, c'était vraiment d'avoir un vélo qui est le plus proche possible d'un VTT. C'est-à-dire du point de vue un système robuste, pas d'ennui mécanique, pas d'ennui avec le système. Tu pars rouler, tu rentres, tu le charges. C'est la seule différence avec un Stump Jumper en autre VTT. Être le plus proche Ok. possible. C'est un discours, ça, qu'on a toujours, au final. Ouais. Visuellement, ça se voit, puisque il n'y a pas eu il y a eu très rarement des écrans, ça a été proposé après, mais il n'y a pas eu d'écran de grosses commandes, Et d'avoir un toujours écran. resté dans une philosophie assez minimaliste au niveau Ouais, de l'affichage. exactement. Ouais. Je reviens sur l'effet wow que Marc il a dit là. Une des personnes qui a été le plus bluffée par ses premières éditions de l'Evo et ses premiers prototypes, c'était nul autre que Mike Signard en personne, Ok. qui à la base n'était pas forcément pour.
C'est ce que j'avais entendu. Ouais. Ouais. Il était même assez contre. Il était en général contre un peu l'électrique. Il trouvait, il dit, son terme en anglais c'est pedestrian. Il disait que c'était un vélo, un produit trop pedestrian, trop pour le commuteur, pas assez de sportif, pas d'ADN assez racing. Alors j'étais pas du tout là ce jour-là, mais ce qu'on en a entendu, c'est vraiment l'effet waouh que Marc a dit. La première fois qu'il a roulé sur entre guillemets un Levo relativement proche de la version finale, waouh. Et à partir de là, à partir du moment où Mike était motivé, ça a vraiment lancé la machine. Et effectivement, au début, tu parlais donc de la création du bureau, mais je crois qu'en fait, on n'était pas vraiment. Le nom bureau, c'était pas le bon truc, quoi. C'était plutôt une cave, et puis assez underground. Comment ça s'est passé Ouais. Les petites anecdotes, c'est toujours intéressant. Alors moi, la première fois que j'ai été dans ce bureau, c'était en 2011. C'était pas un bureau, c'était une cave. C'était partagé avec certaines personnes, la finance aussi. Et ça faisait vraiment un peu la cave des sorciers, quoi. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus établi, mais c'était vraiment deux, trois sorciers fous, en fait, qui étaient là-bas au fond. Et puis qui ne respectaient aucune convention et qui allaient au bout de leurs idées, quoi. Et maintenant qu'on sait il y a environ, Marc, tu nous disais, une centaine de personnes qui collaborent sur Turbo, que ce soit d'un point de vue châssis, système, batterie, ainsi de suite. Ouais, de se remémorer qu'il y a une quinzaine d'années, c'était une poignée de personnes dans une cave. C'était il n'y a pas très très longtemps, en C'était il fait. n'y a pas si longtemps que ça, non. Ouais. Je sais pas, Ça Marc, allait toi, très t'avais vite, bossé ouais. dans ce bureau? Ouais. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on était une quinzaine de personnes dans le bureau et c'était vraiment une cave. Il faut imaginer une cave avec des toutes petites fenêtres qui donnent sur le trottoir à hauteur de jambes des personnes. T'avais des vélos partout, c'est-à-dire que au bout de quelques années, 1-2 ans à travailler dedans, tout le monde en avait marre. Maintenant, ça nous manque un peu, mais c'était vraiment une start-up à l'intérieur de Specialized. Comme on le disait tout à l'heure, les mentalités n'étaient pas du tout les mêmes, que ça soit pour les consos à la fin, mais aussi pour dans le business lui-même et dans les entreprises. Comme vous l'expliquez, hein, Mike, il a dû se dire, c'est quoi ce genre de vélo? Enfin, on est une entreprise, on va pas s'amuser à faire des trucs comme ça, quoi. J'ai souvenir d'un voyage en 2017. On avait été roulé en Canada, Colombie-Britannique, et on était à Squamish, un des plus beaux endroits au monde pour faire du VTT. Et j'avais discuté avec leur vendeur Specialized là-bas, puis bah, c'était le tout début de l'Evo, Gen 1 forcément. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait, moi, un peu naïf, mais je lui ai juste demandé. Il m'a dit je veux pas être le premier magasin à en avoir. Je veux pas être le premier, j'ose pas être Ça le premier. faisait peur. C'était péjoratif le bras. Aujourd'hui, tout le monde se battrait pour en avoir le jour du lancement. Ouais, aujourd'hui, si on lui rappelait ça, Ouais, celui-là, je pense c'est qu'il- clair. Faudrait le retrouver, le recontacter pour le Gen 4, savoir. Ah, je te laisse faire. Pour le Gen 1, qu'est-ce qui, pour toi, t'a marqué un truc sur le vélo ou un souvenir particulier dans le développement ou dans l'utilisation de ce vélo? Qu'est-ce que tu retiendrais du Turbo Levo Gen 1? Alors, Gen 1, ça c'est une bonne question. Faut revenir en arrière. On peut pas dire les pneus en 6 fatty. Si, t'as le droit. Tu peux, mais on le coupera au montage. Ça t'a marqué en bien ou... En différent. Ok. Je Euh, trouvais ça génial personnellement. Ouais. À l'époque, ouais. Je trouve ça a changé la lecture de terrain avec le poids du vélo et Sur des 2.8. oui, sur les 2.8. Ouais, oui, sur les 2.8. 3 pardon. pouces. Nous, on a c'était commencé à gros, rouler quand même. avec le vélo quand il était en carbone. Ouais. Et j'avais été assez bluffé par le Butcher de 8. Pour en revenir à la vraie réponse, par contre, je dirais ça a changé ma vision sur les vélos électriques aussi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais pas non plus un fan des vélos électriques. J'en avais jamais roulé avant de commencer à bosser pour Spe. Et ça m'a ouvert les yeux sur les possibilités. Ce que tu peux faire, les pistes que tu peux remonter, les tours que tu peux faire. Et c'est ce que je retiendrai du premier Levo, je dirais. Ok. Et toi, Serge? Alors, comme Marc, clairement, je faisais pas de vélo électrique. Mais ouais, j'ai juste ouvert les yeux sur la possibilité de rouler aussi loin, aussi fort, et surtout que ça roule comme un vélo traditionnel. D'avoir des sensations de VTT avec un Ok. moteur à la montée, quoi. Et Et toi bien entendu, l'intégration. Et toi, Pierre? Moi, j'avais vraiment été bluffé par le comportement du vélo, m'attendant à quelque chose d'assez lourd et difficile à emmener. On se sentait comme sur un Specialized, tout de suite très bien, et avec des capacités d'absorption pour un petit débattement, entre guillemets, à l'époque c'était plus un all mountain, assez impressionnante. Je sais que toi, tu l'as vite testé en double pneu 29 de 5, Mm. et t'avais kiffé de ouf.
Ouais, premier roulage sur un Turbo Levo, c'était un alu en taille M, c'était celui de ma femme. Donc c'était vraiment petit roulage. En tout cas, elle, ça lui plaisait énormément. Cyril roule un S6, pour Oui, information. voilà, pour information. Mais en tout cas, elle, ça lui plaisait énormément. J'avais eu un gros flash sur la version carbone et j'avais adoré le vélo. J'avais trouvé la puissance déjà fabuleuse, l'intégration. Et puis quand tu comparais à d'autres marques, nous on avait roulé déjà des électriques d'autres marques avant, ça avait strictement rien à voir. On était proche d'un VTT normal, avec des avantages de stabilité, etc., qu'on découvrait au final d'un vélo plus lourd. Donc vraiment cool. Maintenant, on est en 2018. C'est l'arrivée du Specialized Turbo Levo Génération 2. Là, ça a été quand même de nouveau un gros pavé dans la mare. Moi, je me rappelle, quand on l'a roulé la première fois avec Pierre, on était à Valence et on avait halluciné complètement du comportement du vélo, du look. La batterie de 700 Wh, c'était fou à l'époque, complètement. On en rediscutait au lancement du quatrième, mais la version S-Works avec les coloris un peu caméléon, là, elle a toujours marqué tout le monde. J'en discutais avec Jérôme de Passion Vélo et on reste marqué par ce vélo. Pierre d'autant plus qu'il a eu et qui c'est le vélo qui peut-être qu'il a le plus roulé. Du coup, deuxième génération de Turbo Levo. Là, vous êtes reparti d'une feuille blanche. Comment vous avez fait? Alors, deuxième génération, c'était, de mon point de vue, un des développements du point de vue conception, ingénierie, un des plus compliqués. C'est-à-dire, on passait on va dire, une start-up à l'intérieur de Spé à une équipe qui grandit. On n'était plus dans la cave. On a déménagé entre-temps. Un plus grand bureau, plus de monde. On repart avec cadre alu, cadre carbone, batterie, capteur de vitesse, moteur, écran, tout de nouveau. Énormément de pièces, une feuille blanche, c'est-à-dire énormément d'opportunités. Tu peux vraiment créer quelque chose de différent, mais beaucoup de risques en même temps. Et la barre a été placée assez haute parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas. C'est un ovni le truc, hein. Il sort d'un coup et waouh, on voit presque plus la batterie. C'est super bien intégré. Le roulage, c'est fou. La capacité du vélo est folle. Et moi, je me suis toujours posé la question, on en parlait avant. Qu'est-ce qui vient, tu me l'as bien imagé, qu'est-ce qui vient en fait créer l'idée? La feuille blanche, c'est bien, mais comment ça se passe exactement? Une feuille blanche, c'est bien. Et en même temps, si rien n'est fixé, la batterie peut avoir n'importe quelle forme. Le moteur, tu peux l'attacher comme tu veux au cadre. Tes points de cinématique sont pas placés. Du coup, tu pourrais techniquement itérer pendant des années sans jamais sortir un produit. Il faut des priorités dans le produit. Pour le deuxième level, une des priorités, c'était intégration, bien sûr. Poids. Du coup, pas mal de décisions, l'intégration de batterie ont été faites par rapport au poids. Et à partir de là, tu commences à fixer des variables, tu commences à travailler avec des volumes. D'itération en itération, tu définis le produit. Ok, parce que c'est tout un écosystème, un Turbo Levo, en fait, euh, on part pas de quelque chose qui est existant. On va tout créer, la cinématique, la batterie. Bah, ça, c'est ton métier, en fait. C'est concevoir tous ces éléments, au final. C'est ça. C'est l'avantage. On part de zéro et à la fin, on a un vélo. Mon boulot, à cette époque-là, c'était de travailler et définir les interfaces entre cadre, système et toute la partie que tu peux toucher. C'est-à-dire, je travaillais pas sur l'électronique, je travaillais pas sur les communications entre les composants, mais tout ce qui est mécanique, ça faisait partie de mon travail. Ouais. Juste avant la sortie du Levo, il y a eu le Stump Jumper, qui avait un peu le même shape en termes de cadre, qui avait fait une belle... Avec la symétrie, ouais, le avec la sidearm, symétrie, bien sûr. ça avait fait quand même une belle nouveauté. C'était du coup feuille blanche, mais quand même sur le cahier des charges, il y avait vous vouliez ressembler au maximum au Stump Jumper. Et à partir du Levo 1, il y a toujours une similarité entre Levo et Stump Jumper. Du coup, on a toujours bénéficié du travail qui a été fait en amont aux États-Unis et sur le développement d'autres vélos. Du coup, on a récupéré, par exemple, sur le Levo 2, même les haubans, c'était les mêmes que le Stump Jumper, par exemple. On a récupéré certaines pièces et certaines parties du travail pour plus se concentrer là sur des parties où on peut faire une différence et pas réinventer des choses qui sont déjà établies et fonctionnelles. Et donc, après, tu rajoutes le moteur, la batterie, et tu essaies de respecter, au final, un petit peu le
fonctionnement de la géométrie du stump. Une des choses hyper importantes qui fait, entre guillemets, l'âme du VTT, c'est la cinématique. Euh, est-ce que, est-ce que vous faites le cadre avant la cinématique avant le cadre? À quel moment est-ce que, je crois que ça s'appelle RxTune, à quel moment est-ce que ça rentre en compte dans le développement du cadre? Alors, la cinématique, ça n'a jamais été l'expertise de notre bureau à RAM. C'est-à-dire, on a toujours travaillé en collaboration proche avec le bureau à Morganhill et maintenant à Auburn. Et ça, c'est leur expertise. C'est-à-dire, on a une équipe qui est dédiée. À l'époque, c'était juste quelques ingénieurs. Maintenant, c'est une équipe à part entière. Et on travaille avec eux. C'est-à-dire, on a des courbes de cinématique, anti-squat, anti-rise, avec des pourcentages à respecter. On essaye de voir où tombent les points de pivot par rapport à l'intégration et par rapport à ce qu'on veut atteindre pour toujours garantir une expérience en termes de ride dynamique qui est proche d'un stump. Ok, donc quand tu dis garantir une expérience, c'est parce que ça, j'aime bien le préciser et on l'a souvent dit dans nos podcasts et nous, on le répète souvent à nos clients. On trouve que ça se ressent dans les produits quand les gens qui les développent sont passionnés par ça. Et en gros, être un rider, faire du VTT, faire de la route ou même s'intéresser à tout type de pratique de vélo, je pense que pour moi, c'est primordial parce que ça se ressent quand tu roules le vélo derrière, parce que votre premier but au final, il est de créer un vélo qui vous plaît. Ouais. Parce que le vélo, vous le roulez dans les phases de test, sur les chemins que vous roulez tout le temps. Et je trouve que ça s'est toujours senti sur tous les vélos. Alors, il y a d'autres marques aussi, hein, il y a des gens passionnés dans les autres marques, mais je trouve ça assez impressionnant l'expérience, la première expérience qu'on a sur un vélo Specialized, notamment un vélo électrique. Avant de basculer sur la troisième génération de Turbo Levo, il y en a un qui est arrivé dans la gamme chez Specialized, qui ressemble fortement au Stump Jumper de cette époque et au Turbo Levo 2. C'est le Turbo Levo SL. Et là, on a tous pris une très grosse claque quand c'est sorti, surtout au niveau du poids, clairement. Donc je pense que ça peut être intéressant de raconter deux, trois petites histoires sur ce vélo. Alors, ce vélo, j'ai pas bossé directement dessus, mais par contre, forcément, des collègues ont travaillé dessus. Pour moi, ce vélo, c'est le premier. J'ai toujours roulé un vélo sans moteur, un Stumpy ou un Enduro, et un Levo, un, deux. Puis quand le Levo SL est sorti, c'est la première fois que je me suis dit, pourquoi j'ai toujours un vélo sans assistance? Et pour moi, je me suis habitué beaucoup à SL, et ça a été très dur de retourner et repédaler un vélo sans assistance après ça. C'est addictif, hein. Quand même, ces machines-là. On y prend goût. Nous, quand le vélo il est sorti, on les a eu assez rapidement derrière. On a été conquis parce qu'on commençait à être un petit peu difficile avec le Turbo Levo Gen 2. Ouais, c'est un petit peu trop lourd et machin, alors que c'était un vélo super light quand même. Mais on veut toujours un petit peu plus que ce qu'on a. Et là, c'est vrai qu'on avait le mix parfait. On en parlait de la stabilité qui est apportée, je trouve, par le poids du vélo. Et là, on avait vraiment le truc parfait avec l'assistance quand même, qui est par rapport à un vélo sans assistance, qui est quand même costaud. On parle de light assist, mais quand on est dans un pétard sur un chemin, on sent quand on est en SL. Nous, on a vraiment été fans de ces vélos, qu'on a un petit peu endurisé à l'époque. Même sur le Levo Gen 2, à l'époque, on endurisait un petit peu les vélos, parce que notre pratique est en Haute-Savoie et notre pratique à la base, et nos gabarits bien sûr très sveltes. On aimait bien avoir des vélos un petit peu plus capables à la descente, entre guillemets. C'était notre excuse aussi pour dire qu'on n'était pas assez rapide, qu'on n'arrivait pas à suivre le fameux Victor. Toi, Serge, tu l'as pas mal roulé ce vélo? Ouais, je l'avais pas mal roulé, mais ce que je retiens surtout de ce vélo-là, c'est, au-delà du système, c'est la magie de Turbo. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'on a le bureau de RAM, Innovation Center ici, qu'on peut faire des nouveautés comme ça. On n'a pas besoin d'attendre sur des marques de composants, sur des marques de moteurs, sur des marques de batteries pour sortir ça. On avait cette vision, Specialized avait cette vision, on voulait répondre à ces demandes et on a pu le faire. On n'était peut-être pas les seuls à avoir cette vision, mais si tu dépends d'un fabricant moteur, tu ne peux simplement pas faire ça. Ouais. En gros, donc, t'as l'idée, t'as envie de le faire, mais sur le marché, il n'y a rien, donc tu fais pas. Voilà. Et vous avez eu la possibilité vous avez toujours la possibilité de et ça, c'est vous lancer uniquement dans un truc, quoi. grâce au fait qu'on a cette Innovation Center, Okay. et que ce soit des innovations aussi sur le Levo 4 ou sur le Levo 3, ouais. On a simplement pu les faire parce que on s'est donné les moyens de ça et on a cette équipe et cette expertise de développement. Ok. Un truc à retenir
Pierre, sur l'Evo Gen 2? Je sais que c'était un de tes grands amours. Effectivement, donc je l'ai beaucoup roulé et j'ai vraiment beaucoup aimé sa manière de se comporter. Et quand justement j'ai eu l'Evo SL juste après, c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur. Les deux géométries étaient assez proches. Donc c'était comme si j'étais sur mon Levo 2 et au final avec un vélo qui est en termes de pilotage qui était encore mieux, encore au-dessus. Pour tirer des bunnies par exemple, c'était beaucoup plus agréable. Donc non, vraiment c'est une période qui a été géniale au niveau ride avec ces deux machines. Toi, Serge, un souvenir, l'Evo SL ou l'Evo Gen 2? Moi, je dirais que c'était le Levo Gen 2. C'était le premier vrai vélo électrique qui marchait vraiment en 29 pouces, devant-derrière. Ouais, Ça aussi, c'était un C'est peu vrai. extraterrestre en 2019. Il y avait les Fati, il y avait déjà certains en mulet, Oui. il y avait et tout fonctionnait. Mais de pouvoir développer un cadre avec une vraie géométrie en 29 devant derrière, Ouais, c'était vraiment bluffant à l'époque. ok. Et toi, Marc? L'Evo 2, l'Evo SL, un très bon souvenir, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma copine. Ok, Je suis toujours avec. ok. Elle avait un Stump Jumper, 2 roues en 26. Ouais, Elle faisait déjà du vélo, mais pas tant que ça. Du coup, à la montée, je pédalais son vélo en 26 pouces, ok. en taille small, Et tu descendais avec le... et je descendais avec mon Levo Gen 2. Ouais, t'as tout gagné, là. J'ai tout gagné. Et quand le SL est sorti, j'ai fait un investissement et je lui ai acheté un SL. Ouais, ok. Ça a changé ma vie. J'imagine. J'imagine. Mais du coup, tu me pédalais toujours le SL à la montée ou le gros? Parce que ça, quand même. Ok. On va parler maintenant de la troisième génération du Specialized Turbo Levo qui est arrivé donc mars-avril 2021. En termes de look, à l'époque, on nous a dit pas trop de gros changements, on garde le sidearm, malgré qu'il y a eu de très grosses évolutions sur ce vélo que nous on a tout de suite ressenti en roulant. Je pense qu'on est passé du all mountain à de l'enduro quoi. Clairement, la capacité du vélo en descente était assez folle. Aussi. Les réglages, ouais. La géométrie. Réglage de géométrie, ça c'était, on pouvait vraiment en faire un petit peu ce qu'on voulait. Ça a été une petite révolution quand même parce que là du coup, tout à l'heure j'expliquais qu'on endurisait un petit peu nos vélos. Là on n'a plus trop eu besoin parce que les vélos arrivaient d'origine déjà très bien montés pour notre pratique. J'entends encore une fois. Quel était ton travail à l'époque sur la troisième génération du Turbo Levo? Alors, troisième génération, j'ai bossé sur le cadre alu. Du coup, tout le cadre alu, tout ce qui est pièces plastiques, cache moteur, et je bossais beaucoup, et il faut quand même dire son nom, Vincent Patureau. C'était lui qui lidait le projet à l'époque, et il bossait sur tout ce qui est cadre carbone. Du coup, c'était principalement nous deux à bosser sur ce projet. Du coup, qu'est-ce qui a fait dans le développement? T'as bossé sur la partie alu. Quels ont été les axes sur lesquels vous voulez vous améliorer par rapport au Gen 2? Alors, du Gen 2 au Gen 3, comme tu as dit, on a mis l'accent sur la partie vélo. On a réutilisé tout ce qui était batterie, on a réutilisé capteur de vitesse, on a réutilisé le moteur. Un point en particulier qu'on voulait améliorer, c'était la robustesse du système. C'est-à-dire, on sait qu'on avait quelques soucis de fiabilité avec le Gen 2. On a voulu vraiment mettre l'accent là-dessus, améliorer ces points-là. On a fait notre propre harnais pour empêcher tout ce qui était des problèmes avec l'eau qui rentre dans le D'accord. harnais, d'étanchéité. Oui. Merci. Au niveau de la connexion batterie-moteur. Ouais. Ouais, effectivement, le câble de connexion a changé à ce moment-là. Ouais. Bien plus fiable que le premier au final. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est au niveau conception, passage de câble, etc. Il est beaucoup plus en avant. C'était beaucoup plus facile à manipuler, nous, en magasin. Oui. Et le vélo était beaucoup mieux conçu et c'était vraiment flagrant, quoi. Je suis content que tu dis ça parce que si tu prends le Gen 2, par exemple, il y avait tellement de pièces système nouvelles que forcément, on n'avait pas le temps et la capacité de tout faire. Et du coup, quand tu passes à un Gen 3 où il y a certaines choses qui sont déjà fixées, tu repars pas d'une feuille blanche, comme on a dit. Tu peux passer plus de temps sur tout ce qui est câblage, les vis moteurs, quand tu sors le moteur, que ça soit simple, que les câbles clairement. soient pas au milieu, que tout Vous soit avez bien plus grandement abouti. facilité la vie de mon Pierre à l'atelier. Grandement. C'est intéressant aussi de cette discussion parce que c'est un changement de génération de vélo électrique. Il n'y a pas eu d'évolution majeure au niveau du système, comme tu disais, batterie, moteur, parce qu'il était encore
complètement dans la course. J'estime qu'il est encore aujourd'hui complètement dans la course, malgré que le Génération 4 soit sorti. Clairement, en termes d'autonomie, en termes de puissance, et même d'expérience avec le Mastermind TCU, le petit écran, enfin voilà, il était clairement. Du coup, on prend pleinement conscience de l'OVNI qui était le Génération 2, parce qu'en fait, ce système batterie moteur a vécu Gen 2, Gen 3, en étant encore aujourd'hui en 2025 pour moi actuel, quoi. Une des choses aussi qui caractérise le Gen 3, c'est à cette période-là, 2020, 21, 22, c'est l'avènement un peu des courses et des compétitions en VTT électrique, principalement en enduro, mais aussi un peu, c'était le tâtonnement du cross-country, différents formats. Mais c'était un vélo qui était beaucoup plus capable d'un point de vue géométrie, en descente, stabilité, rapidité. Et c'est là aussi où nous, Specialized, on a investi dans une équipe d'enduro pour faire les EVS en électrique. Et ces personnes-là nous ont beaucoup appris, que ce soit en termes de système, en termes de géométrie. Et ouais, comme je dis, nous avons évolué, mais l'industrie en général électrique est vraiment passée à une autre vitesse pendant la vie de ce vélo-là. Je te rejoins sur les capacités en descente du vélo. Enfin, c'était assez fou quand vous avez amené donc la possibilité de gérer la géométrie avec des changements et donc de créer des géométries adaptées aux gens. On s'est mis en fait à vendre les vélos en disant on va vous l'adapter, on va vous suivre dans votre parcours et il faudra nous faire des retours pour qu'on puisse en fait faire de ce vélo votre vélo en modifiant la géométrie, en modifiant les modes d'assistance, etc. Et donc la version angle ouvert base longue, enfin clairement les sensations de pilotage c'était proche d'un vélo de DH quoi, c'était fou avec la stabilité en plus qu'amène le poids de l'assistance. On a eu un vélo qui était incroyable à rouler quoi. C'était génial. Et ça c'est un truc sur lequel Marc toi t'as participé dans ces conceptions de changements géométriques. L'intégration et tous les changements, c'est-à-dire tout dépend quel réglage tu mets et quel offset tu mets dans tous tes réglages. Tu peux avoir différentes géométries. Du coup, c'est quelque chose tu fais des grands tableaux avec toutes les options et tu regardes que tous les extrêmes soient quand même roulables et que tu centres bien tous tes réglages. Ouais. Une question, quel est vous faites différents réglages de géométrie, parce que vous avez en tête de vous dire le vélo pourra s'adapter à différents types d'utilisateurs. On le voit chez nous, on va dire qu'on a deux profils. Il y a le profil où je fais de la balade en montagne sur du chemin large, j'ai pas une recherche de performance à la descente. Et puis après, tu as les gros bourrins comme nous qui veulent aller en station avec le même vélo, etc. Donc, est-ce que vous avez entre guillemets une priorité ou est-ce que vraiment votre vélo il est dédié à une pratique de all mountain enduro, ou est-ce que vous avez conscience que le vélo est aussi utilisé bien entre guillemets en dessous de ses capacités, et tant mieux parce que le vélo, la limite est toujours très très loin. Est-ce que ça c'est quelque chose qui rentre en compte dans l'élaboration d'une nouvelle géométrie, etc., etc. Alors, ce que je dirais, c'est, pour être honnête, un vélo, c'est un compromis. Ça sonne négatif, mais c'est la réalité. Parce que tout le monde a une utilisation un petit peu différente. Et le fait d'avoir des réglages, des différentes tailles de batterie, différentes géométries, ça permet de customiser ce vélo pour une personne et d'enlever une partie des compromis. Nous, on roulait du coup le Levo SL à l'époque, où le Gen 3 est sorti, et clairement, on a basculé direct du côté obscur du 90 Nm de couple, parce que c'était cool, et puis à la descente, nous, on trouvait que ça marchait mieux en enduro qu'un Levo SL, qui était là, du coup, pleinement dans sa catégorie all mountain, un petit peu plus light dans ses versions d'origine. Ça, on l'a corrigé sur le Levo SL Gen 2, je crois, non? Ouais. L'Evo SL Gen 2, du coup, c'est la suite logique, un peu comme tout à l'heure. Dans la vie du Levo Gen 3, il y a le Levo SL Gen 2 qui est sorti, qui nous a aussi... Enfin, tous les vélos, en fait, nous font tourner la tête, c'est clair. À chaque fois qu'il y a un nouveau vélo qui sort, on le roule et on se dit, putain, mais comment c'est possible de faire un truc encore mieux que ce qui existait, quoi. Ça, c'est vraiment fou. Le Levo SL Gen 2, moi, je le roule encore. Je vous avoue que depuis que le Levo 4 est sorti, un petit peu moins. On verra dans l'avenir. Le Levo SL Gen 2, est-ce qu'on n'a pas un tournant dans
dans la conception entre guillemets des vélos chez Specialized, ou peut-être qu'avant c'était un vélo, je vais dire entre guillemets musculaire, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme, qui lidait un petit peu le visuel et la cinématique et la géométrie. Et le Levo SL Gen 2, ça a été le premier dans avec ce look-là et cette cinématique. Et du coup derrière on a eu le SJ15 et maintenant l'Evo 4. Est-ce que c'est pas le VTT électrique qui commence un peu à prendre le dessus? Enfin, c'est grossiérisé ce que je dis, mais ouais, vous avez compris ma question, quoi. Non, mais c'est une très belle observation. Tu as tout à fait raison. C'est la première fois où la cinématique a été développée sur un vélo électrique et a ensuite été transférée sur un vélo sans assistance, le Stumpjumper. Et c'est aussi le premier vélo qui a perdu le sidearm avec cette nouvelle identité visuelle et ce nouveau design, quoi. Donc, qu'on retrouve maintenant sur le G4 et sur le Stumpjumper 15, quoi. Donc, ouais, le SL2, c'est vraiment un vélo qui a été très innovant, quoi. Ouais, et bien plus compact au final que les géométries précédentes, avec une base beaucoup plus courte. Ce qui se ressentait tout de suite quand on a enroulé le vélo la première fois, ce qui nous a bluffé. C'est un vélo qui pivotait beaucoup plus facilement. Pour un électrique, c'est une sensation nouvelle. Ça a été un bonheur de ressentir à nouveau ça, effectivement, sur l'arrivée du G4. Ouais. Un mot du coup sur l'Evo Gen 3 ou l'Evo SL2. On va commencer par Serge, tiens. On change un peu. Le Levo Gen 3, c'est clairement le Levo que j'ai le plus roulé. Ok. Ça coïncide un peu avec l'époque où j'ai beaucoup moins roulé de Stumpjumper. Ok. Donc non, ouais, vraiment rien à dire. Pour moi, c'est vraiment le vélo qui, comme j'ai dit avant, qui symbolise pour moi le tournant du marché électrique. Ouais, Ouais, ça symbolise aussi un peu le moment où on a commencé à vendre plus d'électriques que de normaux. Ok. Et vraiment géométrie, système hyper moderne. Sans dire que je me retrouvais pas sur le Gen 2, mais le Gen 3 correspondait beaucoup plus, à ta pratique. beaucoup plus à ma pratique, quoi. Ok. Exactement. Et toi, Marc? Alors moi, ça va être un premier regret, c'est-à-dire on était en 2019-2020, je passais beaucoup de temps sur le Gen 3, les prototypes de Gen 3. Ok. Et puis il y a eu la première IWS à Zermatt. Ok. Il a fallu que je repasse sur mon Gen 2 pour faire la course, parce que le vélo était pas sorti. Ouais, ça c'est frustrant. Alors c'était frustrant, j'ai dû me réhabituer au vélo. Bon, par contre, ce vélo était très beau. C'était un vélo, il faut imaginer, il était anodisé couleur or. Ouais, je m'en rappelle celui-là de l'avoir vu dans des vidéos à l'époque. Ouais. Serge m'en avait demandé un aussi. Ok. J'ai jamais donné. Nickel. Et toi, Pierre, souvenir avec ce vélo? C'est la première fois avec ce vélo que j'ai changé ma pratique. Et en fait, je me suis mis à monter par des singles. Et du fait de sa méga stabilité avec la base longue. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai adoré, en fait. C'est-à-dire que tu montes par des singles, c'est méga fun, c'est hyper tech. T'as le cardio qui est clairement taqué, donc bah tu fais un effort aussi important, donc c'est cool. Et puis bah le vélo est dingue à la descente, donc pur bonheur de A à Z sur les sorties, quoi. Et toi, Cyril? J'ai pas mal alterné entre le SL2 et le Levo Gen 3. J'ai eu aussi des petites périodes, on n'en a pas parlé, mais du Kenevo SL, qui est quand même un sacré vélo. C'est un enduro avec un moteur, tout simplement. Ça marche aussi bien, voire peut-être même mieux des fois. Moi, c'est le gros coup de cœur, c'est le Levo Gen 3, c'est sûr, mais le Turbo Levo SL2, je me rappellerai la première fois qu'on l'a roulé, on était à Samoin, à côté de la maison, juste pendant la période du vélo vert. J'avais roulé un Turbo Levo Gen 3 avec notre fameux kit Gravity, ce qu'on appelle avec Pierre. On avait enlevé la batterie et mis juste le sabot plastique en bas. Donc j'avais un Levo Gen 3 qui était un peu en dessous de 20 kg. On s'était tapé 500 D+, sans le moteur, c'était un peu chiant quand même. Mais du coup, le vélo à la descente était fou, quoi. Et je suis passé sur le SL2 et je me suis dit, waouh, c'est tellement bien, c'est ça qu'il faut. Je trouvais que la nouvelle cinématique et géométrie était assez folle. Et encore à l'époque, on n'avait pas découvert le Genie. Et cette cinématique avec le Genie, bon, on va y revenir sur le Levo 4. On arrive à la 4e génération du Specialized Turbo Levo, sorti le 8 avril 2025. Vous l'avez, si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes déconnecté, clairement. Il est partout, il est en magasin, on a eu l'occasion de le rouler plusieurs fois. Il y a plein de chiffres très intéressants que vous pouvez trouver sur le site de Specialized ou sur nos vidéos sur la chaîne YouTube ou sur Instagram ou directement dans votre magasin Specialized. On va parler un petit peu plus en détail de ce vélo parce que tout a changé, la motorisation,
l'écran, la cinématique, la géométrie, énormément de choses ont changé. On a plus de puissance, on a plus de water, on a plus de possibilités d'adapter la capacité de la batterie. On a un range extender. Un range extender. Beaucoup de choses à dire. Marc, quel a été ton rôle, du coup, sur ce projet TurboLevo, 4e du nom? Alors, quand le projet a commencé, moi, je finissais déjà le Gen 3. C'est-à-dire, j'ai pas commencé dès le début de ce Gen 4. J'ai commencé quand la phase de concept de développement était finie et on passait dans la phase de design. J'étais à la base ingé et à ce moment-là, l'équipe a grossi. Au bureau, on était beaucoup plus de personnes. On a des ingés mécaniques cadres, ingés mécaniques système, une équipe qualité. Toutes ces personnes qui sont assignées au projet. Et moi, j'étais un peu le leader technique, on va dire. C'est-à-dire, je faisais plus de 2D, 3D moi-même, tu fais des concepts, et après tu bosses et tu fais en sorte que l'équipe travaille dans une bonne direction. Et au-dessus de ça, on avait un chef de projet qui est parti au milieu du projet. Et j'ai repris ce poste de chef de projet au milieu de la conception. Ok, donc le Levo Gen 4, c'est quand même pas mal toi, quoi. J'étais Pleinement inclus investi, j'étais pas mal investi. Ouais. Du coup, tu parles de pas mal d'équipes d'ingé sur différents parties entre guillemets du vélo. Ça implique uniquement le bureau en Suisse. Qui est derrière tout ça entre guillemets? Est-ce qu'il y a juste une petite équipe de 10 personnes ou est-ce que tous les corps de métier entre guillemets de Specialized aujourd'hui sur un TurboLevo Gen 4, parce que comme on le disait tout à l'heure, l'électrique prend de plus en plus le dessus. Donc je suppose que les ressources derrière aussi attribuées sont pas les mêmes, quoi. Tout à fait. En règle générale, c'est comme si tu as un ticket en or. Si c'est pour le Levo, tu peux passer devant tous les autres projets. Enfin, pas tous, il reste d'autres projets, mais que ça soit au laboratoire de test, pour ouvrir les outillages, aux fournisseurs, si c'est un Levo, c'est Prioritaire. Et non, l'avantage de SP, c'est qu'on a des centres de développement un peu partout dans le monde. On a à Morgan Hill, on en a à Auburn, du coup c'est de là aux États-Unis. On en a à Fribourg, en Allemagne. On a le bureau ici à Ham. On a des centres de développement au Vietnam, en Chine, à Taïwan. Et du coup, ce Levo, le Gen 4, on a bossé avec Taïwan, avec la Chine, avec le bureau à Fribourg, avec le bureau à Auburn et le bureau à Morgan Hill. Du coup, c'est tous ces bureaux qui travaillent à un moment du projet, ensemble ou séparément. C'est l'avantage, tu es sur 3 time zones, du coup techniquement, tu peux travailler 24 heures sur 24 sur le projet. Ouais, c'est génial. Et du coup, ça prend combien de temps de développer un nouveau Levo comme ça, où il y a énormément de choses qui changent? Ça commence quand au final? Alors celui-là, il a commencé en 2020. Pour la petite blague, c'est en anglais, c'était le 4 mai. Ça fait May the Force, et May the Force be with you. Pas mal. Et c'est pour de vrai. Star Wars. Star Wars. C'était le vrai lancement de ce projet-là. Et puis là, on est en 2025 et il sort maintenant. Ok, donc ça prend 5 ans. Pas toujours. On va dire ça dépend des situations, des priorités, du développement, du produit et du nombre de pièces, on va dire. Parce que quand on part sur un Levo 1, on va dire c'est une révolution. Levo 2, du point de vue développement, je veux dire révolution. Levo 3, ça serait plus une évolution. Ouais. Et là, sur un Levo 4, on part sur une révolution de nouveau du point de vue développement. Et est-ce que 2020, du coup, j'imagine que le Covid n'a pas forcément aidé d'un point de vue développement? Non, c'est pour finir Levo 3 et commencer Levo 4, c'était en plein dans le Covid. Pas de voyage, pas de possibilité de se retrouver et de faire des workshops tous ensemble, d'aller visiter les fournisseurs. Du coup, c'était une nouvelle façon de travailler. On n'avait jamais développé un vélo en phase de concept design sans pouvoir se voir en personne, quoi. Ok. Et donc, à quel moment, donc on commence en 2020, le Levo Gen 4, à quel moment vous avez un produit testable dans le développement? Ça arrive quand? Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans? Ça arrive très tôt, mais il faut définir testable. Alors 2 roues, un guidon, c'est pas mal déjà. Non, sur une version, on va dire pas finale, mais quelque chose qui va se rapprocher de ce que tu vas essayer de mettre en production au final. Alors sur celui-là,
on a eu une approche différente pour tester tout ce qui est intégration, entrée et sortie de batterie, le moteur. Tu peux toujours usiner des pièces, souder avec des pièces du Gen 3 ou d'autres cadres. Pour celui-là, pour être plus proche niveau géométrie et interface précision, on a ouvert un outillage en carbone directement. Ok. C'est-à-dire, on a créé un cadre carbone. La 3D était pas finale, c'est-à-dire que il y a pas toutes les lignes, toutes les surfaces qui vont être super jolies, mais fonctionnellement, tu peux monter une batterie, tu peux rouler et en géométrie, t'es proche. Et du coup, on a un nouveau moteur qui est un moteur propre à la marque, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Développé avec Brose, mais un tout nouveau développement, comme pour le SL auparavant, en partant de zéro. Du coup, ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ok. Et du coup, il n'est pas placé de la même manière. Il y a un intérêt particulier? Ouais, alors pour ce qui était Gen 2 et Gen 3, on avait un moteur qui était plus relevé, on va dire. En diagonale? En diagonale, ouais, et la batterie qui s'enlevait par en dessous. Et là, un des points sur ce Levo 4, c'était facilité d'utilisation pour enlever, sortir la batterie, esthétique aussi. Le moteur est repassé plus à plat, beaucoup plus à plat. La batterie au-dessus, une batterie plus courte pour pouvoir avoir l'espace pour un SWAT. La place pour un amorto avec un réservoir plus une bouteille. Du coup, c'est tout ce package qui a donné l'angle final du moteur et de la batterie. Toutes ces choses-là que tu as dit, Marc, le position du moteur, la place pour un porte-bidon, le SWAT, ainsi de suite, ça, c'est des choses qui font partie du product brief. Et ça, c'est quelque chose qui vient plus du product manager qui imagine le vélo et qui définit, on va dire, des points clés qui doivent être respectés. Et c'est là où après Marc et les autres personnes font agir la magie. Mais il y a quand même quelqu'un qui est, en l'occurrence pour ce vélo, c'est Joe Buckley, qui est lui basé aux États-Unis et qui lui fixe, on va dire, ce cahier des charges. Ce cahier des charges. Ouais. Ça, on le veut, quoi. On veut ça, voilà. ça à tel point. Exactement. Vous démerdez comme vous voulez, mais ça, on a besoin. Parce que on a discuté avec tant de riders, on a discuté avec tant de shops, on pense que l'industrie, les besoins vont aller là. Donc ça, c'est le product brief. Tu fais bien de dire ça parce que je trouve que c'est très important de le dire, que vous prenez énormément l'avis des magasins et des utilisateurs finaux en compte. Clairement, on entend souvent que ça soit de Specialized ou d'autres marques, ils sont déconnectés sur les prix, ils sont déconnectés sur le vélo, etc. Pas du tout. Clairement, nous, on l'a vécu et on le vit encore actuellement, mais le fameux Joe est venu au magasin et dans d'autres magasins pour discuter, pour avoir un retour réel du terrain de qu'est-ce qu'on fait et quoi, comment avec les vélos que vous produisez. Alors, sûrement tout ce qu'on lui a dit qu'on aimerait avoir, il les avait déjà en tête sur le Levo 4, mais c'est super intéressant, je trouve gratifiant pour le réseau de revendeurs, mais aussi pour les utilisateurs, parce que nous, le retour qu'on vous fait, il y a aussi une partie des utilisateurs. On est très demandeurs envers eux pour avoir leur retour, pour après vous le faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans un vélo comme ça, le Turbo Levo 4, on retrouve pas mal de choses. Mais ça, on en revient à la magie d'avoir le système turbo. C'est que demain, si tu développes un vélo et tu es dépendant d'un fabricant moteur ou d'un fabricant de batterie, tu peux écouter tout le monde et avoir sa vision. Tu es tributaire du développement d'une tierce compagnie. Nous, on peut aller aussi loin dans les discussions, on peut écouter autant et faire, parce qu'on fait tout. Et c'est ça qui fait la différence. Il y a un truc qui m'intéressait aussi de savoir, c'est, effectivement, on a parlé du moment où tu peux rouler la machine à peu près dans une version que tu pourras envisager de produire. Et puis, vient le jour, j'imagine, où vous avez la version finale. Et là, il y a un truc qu'il y a plein de gens qui soupçonnent pas chez Specialized. Il y a quand même beaucoup de temps de test interne avant le launch au final. Ça prend combien de temps? Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui est capable d'être modifié à ce moment-là? Je dirais la version finale arrive au final très tard. Parce qu'il y a une version qui sort d'outillage. Ce qu'on a discuté avant, c'est la phase où tu as des prototypes. Tu peux itérer sur ces prototypes. Après, tu ouvres tes outillages et tu as toutes tes pièces qui sont toolées. À partir de là, c'est là où tu as, on va dire, la première version finale. À partir de là, tu commences à tester. Il y a une phase de test qui dure plusieurs mois. Un plan de test qui est défini, c'est-à-dire c'est pas uniquement de prendre le vélo et d'aller rouler, ça en fait partie évidemment,
Mais il y a des tests beaucoup plus ciblés. Par exemple, on va faire des tests d'impact sur certains endroits, on va faire des tests de stiffness, on va faire des tests. T'as toute une campagne de tests qui est définie à l'avance. Et puis, dans ce développement de vélo, t'as des phases où tu sais, tu vas avoir des problèmes. Il va falloir modifier ces pièces, il va falloir peut-être recréer certaines pièces parce que ça marche pas comme tu l'avais prévu. Mhm. Et t'itères, et tu fais des phases de test, tu modifies, phases de test. Du coup, c'est quelque chose où on a mis vraiment l'accent sur tout ce qui est test, validation. Ouais. Et quand on voit le niveau de finition et de détail qui a été mis dans la conception de ce Levo Gen 4, je trouve qu'on le ressent, que ça a été vraiment poussé au maximum à ce niveau-là. Et il y a une chose qui est aussi intéressante qu'on a découverte quand on nous a présenté le vélo, c'est que la manière dont vous avez poussé les tests aussi au niveau de comment est délivrée la puissance. Et je trouve que en termes d'utilisateur, c'est-à-dire ce qu'on a pu le rouler pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui est bluffant. J'ai presque l'impression que le vélo, il sait ce que je vais faire. Comment on arrive à ça en fait? Pour ça, je peux pas prendre. J'ai pas travaillé là-dessus. C'est l'équipe de Marco et on a une personne qui est maintenant depuis l'Evo Gen 4 qui est basée au bureau et qui bosse 100% du temps sur la façon dont est programmé tout le moteur, le software et dont on ressent le couple du rider et on délivre la puissance. Du coup, on a une personne à RAM qui fait uniquement ça, Qui fait que ça. qui fait que ça. Ah ouais, d'accord. Et, Ok. et en parlant du moteur et des caractéristiques, on a aussi une personne qui est ingé son et qui bosse que sur le son, le bruit. Et comment tu peux influencer ça en changeant ton design, la façon dont tu montes tes pièces en plastique, les résonances, tout ça, on a quelqu'un qui fait ça à temps plein Oui, aussi. effectivement, comme disait Serge ce matin, on n'a pas la même perception du son, qu'on soit sur un alu, sur un carbone. Est-ce qu'il y a des carters autour? Est-ce que ça vibre? Ça résonne pas. C'est vrai que c'est super important. Et aujourd'hui, tout le monde veut un vélo le plus silencieux possible, mais au final, quand on fait du vélo électrique, il y a quand même ce côté où, je pense, c'est un peu comme quand on fait un autre sport où il y a un bruit de la machine. C'est toujours intéressant d'avoir la corrélation et d'entendre. C'est ce qui fait aussi la différence entre simplement des chiffres sur une spec sheet ou sur un tableau Excel, Exact. que ce soit des chiffres de géométrie, des chiffres de puissance, des chiffres de watts, ou la tonalité du moteur. Il y a le chiffre, mais il y a aussi la façon dont c'est délivré et la façon dont c'est perçu, quoi. Et c'est ces choses-là qui sont, tu te rends compte quand tu essayes le vélo, en fait. Ouais, Beaucoup plus il faut que essayer juste le vélo. lire simplement des spec sheets et des choses Exactement. comme ça. Même si sur les specs, Bien sûr, ça le te donne Levo des 4, il infos, n'y a rien à dire. Mais l'essayer, comprendre ce système, ça fait toute la différence. Toutes les personnes qui l'ont essayé, quand on était à Barcelone, on était une vingtaine à faire les premiers tours de roue avec, et au bout de 3 minutes d'avoir fait 2 kilomètres en ville, on a tous eu les mêmes sensations de système global feutré, discret, équilibré, maîtrisé. Enfin, on a tous été unanimes là-dessus. Et quand je vois le sourire que tout le monde avait en descente et en montée, enfin voilà, pour moi c'est clairement une réussite. Mais je reviens sur le test. Essayez les vélos, clairement, et essayez les vélos des autres marques. Clairement, c'est le meilleur moyen. Et puis je le dis, on était à peu près sûr que vous reviendrez prendre un Levo, mais c'est le meilleur moyen pour se rendre compte si le vélo nous correspond. On peut comprendre que le vélo correspond pas à tout le monde, mais se faire une idée de ce système aussi poussé, moteur, châssis, juste en le regardant, nous on a beau vous raconter nos plus belles histoires avec, le meilleur moyen c'est de faire sa propre histoire avec un test, quoi. Est-ce que Marc, tu peux nous parler au final dans la conception de ce vélo, ce qui a été le plus marquant, peut-être le plus difficile, le plus gros challenge, quelque chose qui vous a pris aux tripes? Alors, je dirais, il y a des challenges que tu vois venir et des challenges que tu vois moins venir. Et je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est un qu'on avait peut-être un peu moins vu venir. C'est la pièce en plastique qui est le long du down tube qui cache la batterie. Parce que c'est une très grande pièce en plastique, assez plate, qui est très importante du point de vue esthétique. Clairement. Parce que pour SP, c'est la première fois qu'on a une batterie qui sort par le côté. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait toutes les itérations. C'est-à-dire, on est passé du Turbo S vers le haut, l'Evo 1 vers le bas, l'Evo 2 par en dessous, l'Evo 3 par en dessous,
Vado qui était un diagonal. Et maintenant, on a fait le côté, du coup, on les connaît presque toutes maintenant. Mais cette pièce en plastique, ouais, elle était compliquée parce que si le fit est pas bon, déjà c'est pas beau. T'as du bruit, une énorme résonance par rapport au moteur. Il y avait beaucoup de travail dessus. L'interface avec le cadre est aussi compliquée sur tout ce qui est développement. Du coup, dans cette pièce plastique a été. Ok. Je trouve que, en tout cas, je vais parler personnellement, quand j'ai su qu'il y allait avoir un side loading, donc un chargement de la batterie sur le côté, j'ai eu très peur que ça soit pas beau. Je trouve ça, au final, assez bien réussi. Ça apporte tellement d'avantages pour la facilité de manipulation, le chargement sans toucher le câble de connexion, etc. Je trouve que c'est plutôt bien fait. J'étais très surpris par le fait que la vis tombe pas, par exemple. C'est génial. Elle va jamais aller dans la terre. On va jamais être embêté devant la nettoyer alors qu'on tient la porte, etc. Et c'est plutôt voilà, c'est plutôt esthétique. Et il y a une question qu'on a déjà entendue hier au lancement, qui vient de la plupart des gens. Moi, ça me fait pas peur, mais une ouverture aussi grande sur la rigidité du cadre et la structure, il y a une incidence. Comment ça se gère? Alors une incidence, oui, clairement, on peut pas dire on prend le même cadre, on le coupe, on coupe un Gen 3 et avec un trou de cette taille et tout va bien se passer. Non, clairement pas. Du coup, tout ce qui est le lay-up, fibre de carbone, orientation, tout ça, c'est énormément revu. Et sur le carbone, si on enlève le cover et la batterie, on voit qu'il y a deux renforcements, il y a deux bandes en haut et en bas. On a rajouté localement, on a renforcé localement autour de l'ouverture, ce qui nous permet d'avoir une rigidité et de passer tous les tests Ok. internes. Super. Sur le Turbo Levo 4, on va clôturer ce podcast sur ce très 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 beau vélo. Qu'est-ce qui te marque, toi, Pierre, pour l'instant, après une petite semaine de connaissance de ce vélo? Il y a deux choses qui me marquent. La première, c'est le grip du vélo. Je trouve que il est conçu au niveau de la géométrie d'une très belle manière. On a tout de suite une sensation d'avoir plus de grip qu'avec les autres vélos. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais en tout cas, ça marche. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est la gestion de l'arrivée de la puissance, qui, je trouve, fait toute la différence. Aujourd'hui, on est à la course au Newton, c'est bien, mais cette sensation, pour moi, elle prime sur le chiffre. Et toi, Serge? Alors bon, déjà, je me retrouve sur ce vélo parce que c'est vraiment l'évolution du Gen 3, avec Ouais. vraiment beaucoup d'améliorations. Je dirais que le truc, s'il fallait mettre le doigt sur quelque chose, pour moi, c'est le... Désolé Marc, c'est pas toi qui as fait ça, mais l'auto-mode. Ouais, Le mode clairement. auto, que ce soit moins Ouais, standard ou les trois plus, niveaux de mode auto. c'est vraiment un truc, ça tombe. T'as pas besoin de réfléchir à l'autonomie, t'as pas besoin de réfléchir à la puissance, ça va sur quasiment tous les terrains tout le temps. Moi qui ai toujours été plutôt du genre à changer de mode régulièrement Ouais. et toujours un peu à toujours remettre en question, j'ai beaucoup joué avec Microtune. C'est vrai que l'automode, c'est vraiment quelque chose qui est bluffant et qui en résulte par avoir de la puissance tout en optimisant l'autonomie par rapport à un mode turbo ou autre. Et donc, en Ouais. général, vraiment, l'autonomie du vélo, c'est vraiment un truc Ok. Moi, qui me parle. j'ai un gros coup de cœur aussi pour l'automode, clairement, parce que, comme on dit, la question de l'autonomie ne se pose même plus, parce qu'on a largement de quoi faire, d'autant plus qu'on peut rajouter un range extender, avoir 1120 Wh pour ceux qui veulent. Donc clairement, c'est pas pour se dire je réfléchis moins, mais c'est ultra fluide. L'automode, couplé à ce nouveau moteur, tout est fluide. Là, tout est feutré et maîtrisé, tout est au bon niveau d'ajustement tout le temps. C'est vraiment moi ce qui m'a bluffé. Capacité à la descente, ça me marque pas parce qu'en fait, je suis pas surpris. Connaissant le comportement du Gen 3, connaissant le comportement du SL2, enfin voilà, j'avais aucun doute. Par contre, je suis vraiment bluffé de ce que je vais peut-être pouvoir faire à la montée avec ce vélo. On entend beaucoup parler depuis quelques temps des moteurs concurrents qui ont énormément de puissance, et c'est bien parce que ça fait bouger les choses.
Là, on a pour moi le bon mix de puissance et maîtrise. Point. Voilà. Je sais pas si t'as Sans un truc à maîtrise, la rajouter. puissance n'est rien. Exactement, voilà, c'était pour lancer là-dessus. Non, mais c'est vraiment cool et ça reste un vrai vélo. Et pour moi, le principal critère et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie de le rouler? Et une fois que je l'ai roulé, est-ce que je suis content de l'avoir roulé? Et ben, c'est tout, c'est réussi. Et pour moi, si déjà ces critères-là, peu importe la couleur, le machin, enfin, voilà, c'est clair, on donne envie et ça fait rêver. Et je trouve ça vraiment cool. Et je pense qu'on pourra avoir plein de beaux souvenirs avec ce vélo. Toi, Marc, t'es sûrement déjà dans l'avenir, mais sur ce vélo, qu'est-ce que tu es particulièrement fier sur ce vélo d'avoir réussi, ou ça peut être sur le vélo en lui-même ou juste bah, depuis le lancement d'avoir vu un peu la réaction des gens. Je sais que tu parlais de la réaction par exemple des journalistes tout à l'heure. Voilà, ça, peu importe, c'est une question très très ouverte. Alors, moi, ce qui m'a marqué le plus sur ce vélo, j'ai dit plutôt que le vélo, c'était un compromis. Ce vélo, c'est celui pour le client, je dirais, où il y a le moins de compromis. Parce que les possibilités de personnalisation sont Ok. énormes. Ouais, Avant, on a parlé de géométrie. Maintenant, on a la taille de batterie. ouais. On a tous les différents modes, Dynamic Microtune. On a la moto, Le Genie. Genie, très très belle réussite encore une fois. On a la possibilité de rouler juste avec un range extender. Un fameux kit Gravity, Ouais. super. Du coup, en Parfait. termes de personnalisation, que ça soit même pour la même personne, mais aller rouler au bike park et juste mettre un range extender, Ouais. pour moi, c'est le vélo qui marche dans tous les scénarios. Ouais, Pour le futur, on bosse sur le Levo 7. nickel, super, on attend ça avec impatience. Non, ce que je disais tout à l'heure avec le café, c'est que pour nous, ce vélo, on bosse dessus depuis des années. Du coup, non, on s'en lance pas. C'est un vélo que je roule toujours autant et que j'apprécie. Mais on perd cette excitation, on va dire. Et maintenant qu'il est sorti, les articles sortent, on voit les commentaires des gens, on voit les réactions, ça fait plaisir. On arrive à la fin de ce podcast. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a été plutôt pas mal. On a passé un très bon moment. N'hésitez pas à nous poser des questions sur nos réseaux sociaux, à venir nous voir dans le magasin parce qu'on est très sympa. On parle beaucoup, mais on est très sympa. À aller voir votre revendeur Specialized pour découvrir le vélo, pour découvrir tout l'univers turbo, parce que l'univers turbo, c'est pas que le Levo. Il y a le Tero X, il y a le Kenny SL, il y a plein de choses magnifiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin, qu'on a passé une très bonne journée? J'ai une idée. T'as une idée? Je On t'écoute. pourrait tous finir par raconter une blague. Ça peut Et être pas c'est mal. c'est Serge qui commence. Oh là 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 là. Alors là, mais Serge, le problème, c'est qu'il va mettre la barre très haute. Merci Marc. On pourra couper, hein, On va dire pour que- avoir un peu de temps de réflexion, on va dire. Marc, on pourra dire que tu auras marqué le coup. Ah, et puis Pierre qui est réactif en plus sur le petit jingle, on est pas mal. Mais toi, t'as une blague du coup, Marc? Ouais, je vais vous renvoyer du coup CP Bag, c'est quand que vous rentrez au CE1. Elle est pas mal. C'est la première fois, je crois, qu'on nous l'a fait celle-là. J'ai absolument aucune inspiration. Eh, Pierre, c'est il est pas plus souvent. inspiré Hein. sur C'est le pas vélo. souvent. Ouais, Hein. parce que d'habitude, il en raconte des conneries. Moi, j'ai une petite blague, mais c'est vraiment pour les connaisseurs. Je voudrais savoir quand est-ce qu'il passe, Thomas. Il vient demain. Il sort de la salle. C'est une petite dédicace à Thomas, il se reconnaîtra. Et pas de blague du coup, Pierre. Pas de blague. Bon, ben on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour votre temps. Un petit mot de la fin, Pierre, apparemment. Ben, en fait, on n'a pas parlé de l'Evo Gen 5. Moi, j'aimerais bien avoir 2-3 informations, s'il te plaît, Marc. C'était ma blague. Donc, bah, du coup, si vous voulez des infos sur l'Evo Gen 5, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous aux réseaux sociaux CP Bike et un jour, ça arrivera, tout simplement. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci, ça part. Ça part.